Téhéran, tôt le matin du 28 février 2026. Un ciel gris et lourd plane sur la ville, les rues sont presque désertes, quelques camions s'approchent des marchés, des éboueurs nettoient les trottoirs, un chien aboie au loin. Un samedi comme les autres dans la capitale de la République islamique. Et soudain, des explosions ont retenti dans toute la ville. Non pas une ou deux, mais une série, simultanément dans différents quartiers. La place de la République, la rue de l'Université, le quartier de Seyed Khandan et le pâté de maisons jouxtant la résidence du guide suprême. Les vitres tremblaient, la fumée s'élevait au-dessus des quartiers nord, les gens se sont précipités dans les rues sans savoir où aller. En quelques secondes, Téhéran a cessé d'être une ville ordinaire, un matin ordinaire, et dans ces mêmes secondes, le monde a basculé dans une réalité totalement différente. Je m'appelle Non, et bienvenue sur la chaîne où nous allons au-delà des gros titres. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui s'est réellement passé, comment cela a été possible et quelles en sont les conséquences pour tous. L'Europe, la Russie, l'économie mondiale et chacun d'entre nous. Voici donc les faits, rien que les faits. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une frappe coordonnée et massive contre l'Iran. Les Américains l'ont baptisée Opération Furie épique, les Israéliens Lion rugissant. Deux alliés, une cible, un jour. L'objectif officiel de l'opération était de détruire l'infrastructure nucléaire et balistique iranienne, mais si l'on écoute attentivement Netanyahou et Trump, on s'aperçoit qu'ils parlaient de bien plus. Créer les conditions d'un changement de régime afin que, comme l'a dit le Premier ministre israélien lui-même, le peuple iranien soit enfin maître de son propre destin. Techniquement, les frappes ont été menées simultanément de plusieurs directions. Selon des sources ouvertes et des analystes militaires, l'opération a impliqué des missiles de croisière américains, Tomahawk tirés depuis des navires de guerre dans le golfe Persique, des drones, des lance-roquettes multiples HIMARS et des armes à longue portée non identifiées pour des raisons évidentes. Israël, de son côté, a attaqué les positions du Hezbollah au sud Liban dès les premières minutes, dans le but de bloquer l'ouverture d'un second front. Voici maintenant le plus important. La résidence du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est devenue une cible prioritaire et, selon des sources israéliennes et le journaliste Amit Segal de la chaîne 12, 30 bombes de forte puissance ont été larguées sur ce complexe. 30 bombes sur un seul site, ce n'est pas une frappe au sens habituel du terme, c'est une destruction totale. Pendant les premières heures, Téhéran a tout nié. Khamenei était vivant, la situation était sous contrôle. Parallèlement, l'Internet était quasiment coupé dans tout le pays. Selon NetBlocks, la connectivité était tombée à 4%, imposant de facto un blocus informationnel total. Mais le soir même, Reuters annonçait la mort du guide suprême, et dans la nuit du 1er mars, la télévision d'État iranienne l'a confirmé officiellement. L'ayatollah Ali Khamenei était mort, et le pays décrétait 40 jours de deuil national. Selon Israël, la liste des victimes parmi l'état-major iranien au cours des premières 24 heures est la suivante. Le commandant des forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique, le chef d'état-major des forces armées, le commandant de la défense aérienne, le directeur des services de renseignement, le vice-ministre de l'Intérieur et le directeur de l'Organisation pour l'innovation en matière de défense. Autrement dit, l'ensemble du pouvoir militaro-politique de l'État a été anéanti en une seule journée. L'Iran a immédiatement riposté. Des frappes ont été lancées contre 14 bases américaines dans la région. Al-Udeid au Qatar, Al-Salem au Koweït, Al-Dafra aux Émirats arabes unis et la base de la 5e flotte à Bahreïn. 4 missiles balistiques ont été tirés sur le porte-avions Abraham Lincoln. Des missiles et des drones ont frappé Israël. Des explosions ont secoué Dubaï, Manama et Doha. Des aéroports ont été fermés et des milliers de touristes se sont retrouvés bloqués dans la région.
Les États-Unis affirment officiellement que toutes les attaques ont été repoussées, qu'il n'y a eu aucune victime et que les dégâts sont minimes. Le Pentagone a toutefois confirmé discrètement la mort de 3 soldats américains. L'Iran, quant à lui, fait état de centaines de victimes américaines. La vérité se situe quelque part entre ces deux versions, mais elle reste pour l'instant inconnue. La question que tout le monde se pose maintenant est: comment cela a-t-il été possible? Comment a-t-on pu mener une opération d'une telle ampleur, simultanément, avec précision et sans fuite, contre un pays qui avait passé des décennies à construire un système de protection pour ses dirigeants atteignant le niveau d'une véritable paranoïa d'État? L'Iran n'est en effet pas étranger au contre-espionnage. Khamenei se déplaçait entre plusieurs résidences, ses itinéraires changeaient constamment, les communications transitaient par des canaux sécurisés et la sécurité a été mise en place progressivement au fil des ans. Il ne s'agissait pas de négligence, mais d'un système rigoureux et établi de longue date. Et pourtant, la frappe s'est avérée précise. D'après les rapports d'analyse, la clé du succès résidait dans la fusion simultanée de renseignements provenant de plusieurs sources indépendantes. Reconnaissance satellitaire en temps réel, drones à basse altitude, interception SIGINT et, apparemment, un réseau de renseignement local, bien que cela n'ait, pour des raisons évidentes, pas été confirmé officiellement. Le principe est le suivant. Avec suffisamment de couches de données, les anomalies deviennent rapidement visibles. Un convoi empruntant un itinéraire inhabituel, une personne qui ne répond pas quand elle le devrait, une activité dans un secteur qui ne correspond pas aux habitudes, tout cela se transforme en un point rouge clignotant sur la carte et il est très difficile de se cacher quand c'est ainsi qu'on vous repère. Pour l'Iran, cela signifie une rupture psychologique totale de la confiance dans ses propres méthodes. Si le système de défense qu'il a mis des années à construire a échoué, alors il a été compromis. Où, quand et par qui? Le corps des gardiens de la révolution islamique est désormais contraint de chercher des réponses, agissant quasiment à l'aveuglette. C'est pourquoi la riposte iranienne n'a pas été ciblée, mais d'envergure. Elle a touché simultanément 14 bases, un porte-avions et les capitales de pays voisins. Faute de précision, on frappe à grande échelle, ce qui n'est pas un signe de puissance, mais de perte d'initiative tactique. Et un dernier point à peine évoqué dans les gros titres. L'opération militaire a eu lieu littéralement 48 heures après le 3e cycle de négociations à Genève, où les parties, selon le ministère iranien des Affaires étrangères, avaient réalisé de réels progrès. D'après NBC News, citant un diplomate de haut rang au Moyen-Orient, c'est Israël qui est intervenu et a fait dérailler le processus diplomatique. Ce diplomate l'a exprimé sans ambages. Une fois de plus, Israël dicte sa loi aux États-Unis. Je vous laisse le soin d'interpréter cette phrase, mais le fait est important. Des négociations étaient en cours, des progrès étaient réalisés, et c'est précisément à ce moment-là que l'attaque a eu lieu. Et maintenant, parlons d'un sujet qui vous concerne tous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, car cette guerre a depuis longtemps dépassé les frontières du Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est un étroit passage maritime entre l'Iran et Oman, d'une 50aine de kilomètres de large à son point le plus étroit, par lequel transite quotidiennement 20 à 33% du pétrole mondial. Un pétrolier sur 3 emprunte le détroit d'Ormuz à un moment ou un autre de la vie sur la planète, ce qui en fait non seulement un point géographique, mais aussi le véritable cœur de l'économie énergétique mondiale. Le soir du 1er mars, l'Iran avait de facto fermé le détroit par un blocus dit VHF, une zone grise juridique ne correspondant pas à un blocus physique par navires ou mines, mais à une interdiction de passage de facto sous la menace de la force. Le détroit a ensuite été partiellement rouvert aux pétroliers, mais la situation demeure extrêmement instable et un incident pourrait entraîner sa fermeture à nouveau. À la veille des frappes, le Brent s'est changé à 73 $ le baril. Ces frappes ont été délibérément menées samedi, jour de fermeture des marchés mondiaux,
afin de laisser au marché le temps d'absorber le choc initial avant la reprise des échanges lundi. Les analystes prévoient que si le conflit persiste, le prix dépassera les $100. Et si le blocus d'Ormuz se prolonge, certains experts estiment que le prix pourrait atteindre entre 150 et $200 le baril. Pour l'Europe, cela représente un coup dur et direct porté à sa sécurité énergétique. L'Europe a déjà subi une crise gazière après 2022 et n'a toujours pas pleinement rétabli son filet de sécurité énergétique. Un choc pétrolier, avec des prix supérieurs à $100 le baril, entraînerait une nouvelle vague d'inflation, une hausse du coût de la vie et un ralentissement économique. C'est précisément pourquoi la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont empressés de prendre leur distance publiquement dans les heures qui ont suivi l'attaque. Nous n'y sommes pour rien. L'UE a appelé à la retenue et s'est abstenue de soutenir l'opération. C'est la position de quelqu'un qui sait parfaitement calculer ses propres coûts et qui refuse de payer pour les décisions des autres. Pour la Russie, la situation est différente et exige une analyse distincte et très spécifique. Moscou a condamné l'opération sur le plan diplomatique, Poutine a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, le ministère des Affaires étrangères a qualifié les actions américaines et israéliennes d'irresponsables et non provoquées, et la Russie, conjointement avec la France et la Chine, a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Iran a publiquement remercié Moscou pour son soutien. Cependant, il n'y a pas d'intervention militaire, et il n'y en aura pas dans un avenir proche pour plusieurs raisons. Premièrement, la Russie reste engluée en Ukraine et ne peut ouvrir un second front. Deuxièmement, la hausse des prix du pétrole est économiquement avantageuse pour le Kremlin. Avec un Brent supérieur à $80, le budget russe est bien plus à même de respirer, et une guerre au Moyen-Orient, dans certains scénarios, devient financièrement avantageuse pour Moscou. Mais il y a un troisième point, d'une importance stratégique capitale. Les stocks américains de munitions de précision sont utilisés contre l'Iran, et le Financial Times a calculé que jusqu'à 150 missiles THEAD ont été tirés au cours de cette opération, sur une production totale de moins de 650 depuis 2010. Tout ce qui n'a pas atteint l'Iran aurait pu atterrir en Ukraine, et c'est un calcul que Moscou maîtrise parfaitement. Avant de conclure, quelques mots sur un point souvent négligé dans toute analyse géopolitique. Selon le Croissant Rouge iranien, au moins 201 personnes ont été tuées et 747 autres blessées au cours des premières 24 heures de l'opération. Parmi les victimes figurent des enfants. Une attaque contre une école primaire de filles à Minab a coûté la vie à plus de 140 élèves. Israël a qualifié l'incident de dommage collatéral, tandis que l'Iran a accusé les États-Unis d'avoir délibérément ciblé des infrastructures civiles. Des enquêteurs internationaux détermineront qui a raison. Mais ces 140 filles ne sont pas qu'un simple chiffre dans un rapport. Ce sont 140 noms désormais gravés à jamais dans l'histoire de cette guerre. En revanche, un conseiller du commandement des gardiens de la Révolution a déclaré sans ambages: « Au début d'une guerre, nous utilisons les armes les moins puissantes de nos stocks. À mesure que le conflit progresse, nous déploierons les plus performantes, et ce que nous avons gardé secret sera révélé. » Il ne s'agit pas de simples déclarations à la presse, c'est une doctrine documentée d'escalade de la pression qui obéit à une logique implacable et profondément inquiétante. En résumé, le 28 février 2026, le dirigeant suprême d'un État souverain a été assassiné, son commandement militaire anéanti, l'une des principales voies d'approvisionnement en pétrole de la planète coupée, le djihad déclaré et la guerre entrée dans sa phase navale. Netanyahou a promis des frappes sur des milliers de cibles dans les jours suivants. Officiellement, l'opération se déroule strictement comme prévu. En réalité, nul ne sait ce qui va se passer ensuite, car l'Iran ne se résume pas à Khamenei. C'est 90 millions d'habitants, un pays à l'histoire étatique séculaire et une armée dont l'arme la plus puissante, selon les gardiens de la Révolution eux-mêmes, n'a même pas encore été déployée.
Qui remplacera Khamenei? Le Conseil des experts, composé de 88 membres, doit élire un successeur, un processus qui prendra du temps. Durant cette période de transition, le système de gouvernance iranien fonctionnera dans une profonde incertitude, et cette incertitude, au sein d'une puissance nucléaire qui vient de déclarer le djihad, représente sans doute le scénario le plus dangereux. L'Europe maintiendra-t-elle sa neutralité si le prix du pétrole dépasse les 100 $? Vers qui Moscou se tournera-t-elle si le conflit s'éternise? Que se passera-t-il lorsque l'Iran déchaînera enfin la violence dont le commandement des gardiens de la Révolution avait si ouvertement mis en garde? La première version du régime iranien a été détruite et la seconde est encore en train de s'écrire. C'est précisément ce qui est le plus dangereux actuellement. Voilà, c'est dit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, cela m'intéresse vraiment. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications car les 72 prochaines heures seront cruciales. Merci d'avoir regardé.